pluriel. Juliette Kamde. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue dans le journal magazine pluriel de ce samedi. Recensement électoral, 8e jour de l'opération. Ce samedi, la CENI fait une prorogation de 2 jours. Nous revenons sur le sujet dans cette édition. Le centre hospitalier régional Lomé Commune a rouvert ses portes à tout le public. Il y a 2 ans, le centre avait été dédié à la prise en charge exclusive des maladies infectieuses, dont la Covid-19. L'UNICEF s'inquiète de l'augmentation de mariages d'enfants en Afrique subsaharienne. 35% des femmes de 24 ans sont mariées avant l'âge de 18 ans aujourd'hui et leur proportion pourrait, selon l'UNICEF, passer à 41% en 2030. En invité, nous recevrons le président de la Commission nationale du MAEP, mécanisme africain d'évaluation par les pairs, Victor Womicho, sur sa récente tournée dans les communes du Togo. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche sera un deuxième invité. Il va aborder la réforme sur l'harmonisation des offres de formation dans les universités privées. Les autres rendez-vous du journal magazine pluriel, vous les connaissez, les échos du palais, la revue de presse et éventuellement les sports. Recensement électoral au Togo, l'opération connaît une prorogation de 2 jours dans la zone 1 en raison de l'affluence dans les centres. Voici à ce sujet un communiqué. Le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI porte à la connaissance des citoyens et de tous les agents électoraux qu'en raison de l'affluence de la population dans les centres de recensement et de vote et afin de permettre aux citoyens d'obtenir leur carte d'électeur, le recensement électoral fixé du 29 avril au 6 mai 2023 dans la première zone est prorogé jusqu'au lundi 8 mai 2023 inclus. Les heures d'ouverture et de clôture des CRV sont maintenues de 7h à 16h. En conséquence, le président de la CENI invite les citoyens togolais majeurs remplissant les autres conditions fixées par le code électoral à remplir cet acte citoyen et civique. Le président de la CENI compte sur le patriotisme, l'engagement et la mobilisation de tous pour la réussite de ce recensement électoral. Alors donc que l'enrôlement des personnes allait prendre fin ce samedi dans la première zone, elle continue demain et lundi. Les centres de recensement se remplissent chaque jour avec un peu plus de femmes. Qu'est-ce qui explique cette forte mobilisation féminine? Suivant ce reportage de Nabara Nafara Noudar. Il sonne 11h30 au centre de recensement d'Aflaogakli à Lomé. Sous le soleil brûlant, on observe assez de monde. Devant la deuxième salle d'enrôlement se trouve une ligne de 42 personnes dont 31 femmes. Foulard ou voile sur la tête, tresse ou encore tête au ras, certaines de ces femmes ont des bébés au dos ou dans les bras. Parmi elles, dame habillée dans sa robe violette avec une ceinture à la taille. La carte me donne la possibilité de faire beaucoup de choses. Voter avec, faire un prêt dans une institution de microfinance. Bientôt, c'est Novici. C'est avec cette carte que je peux bénéficier de l'argent. Je peux enfin acheter de la carte SIM avec. Aïcha Derman, venue également se faire recenser, donne les raisons pour lesquelles elle s'établit la carte. Je me suis inscrite pour le projet du gouvernement ANADEB. Cette carte me permettra dans la suite de pouvoir retirer de l'argent via ce projet. Elles sont nombreuses à se faire recenser, vivement qu'elles participent également au vote. Ce communiqué de la souhaité à présent, la Direction générale de la compagnie énergie électrique du Togo, souhaité, informe son aimable clientèle qu'en raison des travaux sur les ouvrages électriques de l'un de ses fournisseurs du samedi 6 au lundi 8 mai 2023, entre 6h et 17h, la fourniture de l'énergie électrique est susceptible de connaître
des perturbations dans la ville de Lomé et à l'intérieur du pays. La société rassure son aimable clientèle que la fourniture de l'électricité reprendra normalement dès la fin des travaux. La direction générale présente ses excuses à sa clientèle pour ce désagrément et la remercie pour sa bonne compréhension. Le centre hospitalier régional Lomé Commune Si à Kégué, dédié entre-temps à la prise en charge des maladies infectieuses, est rouvert à tout le public depuis le 2 mai dernier. Alice Berthe Barandao y a fait un tour. À notre arrivée au centre de santé Lomé Commune, communément appelé hôpital chinois au Bon Secours, vendredi vers 8h, nous avons vu des patients entrant à l'hôpital, d'autres à l'admission et d'autres encore devant les unités de soins. Moi, je viens de Kelekougan. C'est mon enfant qui est malade. Donc, depuis le week-end, j'ai appris que le CHR sera ouvert cette semaine. Donc, nous sommes venus. On nous a bien accueillis. Nous sommes bien servis. C'est madame-là, elle est malade. C'est à cause de ça, là, on a venu chercher un médicament là, ici. Elle a mal à la tête, là. Analyse, là. 3. On a fait ça. Donc, elle a dit, vers midi, là, je vais venir prendre les résultats. Je suis là pour une consultation ophtalmologique. Moi, je suis à Jagré. Je venais lorsque il y a Covid, ça, on a arrêté de travailler ici. C'était hier, un opticien m'avait envoyé ici et il me disait que ils ont repris. C'est bon, ils sont accueillants. Je les remercie. Je viens de Kanikopé. Je suis venu pour faire les analyses. Nous venons d'Agoué, nous sommes là pour la consultation ORL. Nous avons appris sur les médias que Lomé Commune a rouvert ses portes pour nous les malades. C'est pour ça que nous sommes là. On nous a bien reçus. Le personnel soignant était également là, rompu à la tâche pour soigner les malades. Il se prononce sur l'affluence qui règne depuis l'ouverture du CHR. Je suis Dr Adjouba Nogandi Christelle, chef service des urgences. Depuis le 2 mai, l'affluence est sans cesse croissante. Il faut dire que dans la population, les gens attendaient depuis cette ouverture. Moi, souvent, j'ai été interpellée par rapport à cela. Bon, j'espère déjà qu'ils soient satisfaits et soulagés surtout de leurs maux à travers nos services ici. Nayo Komla, technicien supérieur d'ophtalmologie. Depuis le 2 mai, nous avons commencé par recevoir les gens. Nous avons déjà reçu 21 personnes. Donc, l'effectivité est déjà au point. Ceux qui viennent ici, s'ils sont aussi satisfaits, ils iront dire aux autres que c'est comme ça a repris, effectivement, et puis ils vont commencer par venir. Ça a bien commencé. Il faut que la population sache qu'on a repris, effectivement, et qu'ils fassent un effort pour venir. Et puis, donc, avoir confiance en nous. Nous sommes là pour eux. Donc, les yeux, c'est la vie, et la vie, c'est les yeux. Moi, c'est Dr Ouattara. Je suis radiologue. Depuis l'ouverture le mardi 2 mai, on peut estimer à environ une vingtaine de personnes le nombre de patients qu'on a eu à recevoir, aussi bien à la radio qu'à l'échographie. Donc, nous avons eu à faire des examens de radiologie et d'échographie chez une vingtaine de personnes. Ça s'est bien passé avec le renouvellement du plateau technique dont on a bénéficié avec la Covid-19. On a bien reçu les patients, on a réalisé tous les examens qui ont été demandés. Dans nos prochaines éditions, vous suivrez les dispositions prises pour de meilleures prestations avec le directeur du CHR, médecin lieutenant-colonel Mangamanze Atafei, dans un entretien. Alice, nous restons toujours en santé. On parle cette fois des sages-femmes du monde entier qui ont célébré hier leur journée internationale. Des recommandations ont été faites pour l'amélioration des conditions de vie et de travail et des résolutions ont été prises en termes d'administration des soins de qualité maternelle néonataux. Les sages-femmes du Togo, elles, regroupées au sein de l'Asafeto, se sont retrouvées au palais des congrès de Lomé pour des formations pratiques et partage d'expériences en vue de meilleures prestations. Nous allons retrouver Madame Tchanyao Lela, présidente de l'Asafeto. C'est l'occasion pour la sage-femme d'attirer l'attention du public. On sache qu'est-ce que nous faisons, quelles sont nos préoccupations et qu'est-ce que nous accomplissons comme tâche dans notre société. Le rôle que joue la sage-femme, nous accompagnons les femmes dans les moments les plus sensibles de leur vie. Nous, on accompagne, nous aussi on a besoin d'accompagnement. Nous avons des limites, nous sommes des hommes et souvent, à tort ou à raison, la communauté dit beaucoup de choses, nous sommes conscients, nous travaillons là-dessus
Mais nous avons plus besoin que la société nous accompagne positivement. Il ne faut pas nous lancer des pierres et nous allons remédier à tout ça. Il y a beaucoup de travail à faire sur le terrain. Mais quand on sent que la communauté nous porte, nous aussi on s'efforce à faire de notre mieux. Les sages-femmes souhaitent donc une collaboration avec la population pour mener à bien leur travail. Plusieurs partenaires ont pris part à la cérémonie apothéose. Le représentant de l'UNFPA, Abdel Aziz, et la directrice de cabinet du ministère de la Santé, Akakbo Amidjouame, leur ont prodigué des conseils pour l'atteinte de l'objectif « Ne plus mourir en donnant la vie ». La sage-femme, c'est un noble métier. Vous faites beaucoup, mais beaucoup reste à faire. Quand on dit mortalité maternelle et néonatale, vous êtes au cœur même des débats. Il est vrai que pour arriver à inverser la tendance, il faut des ressources humaines suffisantes, il faut des équipements de qualité, mais les gestes comptent beaucoup. Est-ce que les sages-femmes que nous formons aujourd'hui, notre environnement aujourd'hui, nous permet d'avoir ces gestes au bon moment de la gestation ou au bon moment du suivi de la femme enceinte? Il faut que nous posons beaucoup de questions. Il faut accompagner nos enfants, nos sœurs ou nos filles, tout le monde, ne plus mourir en donnant la vie. Cette journée nous interpelle tous. Qu'est-ce que nous allons faire à partir d'aujourd'hui pour faire baisser cette courbe qui paraît trop élevée chez nous? Bank of Africa, à travers sa filiale togolaise, et la société Bokungu Distribution ont signé hier une convention de partenariat. Il s'agit d'accompagner les entreprises et les hommes d'affaires dans leur activité. Yao Kamake pour le compte rendu. C'est un partenariat gagnant-gagnant entre la société Bokungu Distribution, BKG, et la Bank of Africa au bénéfice des entreprises et hommes d'affaires. Une aubaine pour eux d'acquérir des équipements de qualité à moindre coût pour leur projet de grandeur. Kéziré Khalid, responsable département marketing communication de BOA Togo. La signature de cette convention de partenariat permettra de faciliter l'acquisition d'équipements de qualité par les professionnels togolais avec BKG Distribution, qui est aussi un professionnel de vente de matériel et de biens d'équipement. Grâce à ce partenariat, les professionnels togolais vont pouvoir bénéficier d'un financement facile et rapide avec notre solution BOA Leasing, le crédit bail, pour l'achat d'équipements modernes de qualité supérieure. Professionnelle et spécialisée dans la vente d'équipements de toutes sortes, la BKG se veut un canal de réussite pour ses clients à travers cette convention. Bokungu Farida, directrice générale adjointe de BKG. Bokungu Distribution s'est imposée en quelques années seulement comme une entreprise de référence qui apporte une réponse appropriée aux préoccupations des acteurs du bâtiment et travaux publics, des mines, de l'agriculture longtemps confrontées aux difficultés d'approvisionnement de machines, d'engins, de pièces de rechange ou de réparation de leur matériel d'exploitation. Elle met à la disposition de sa clientèle du matériel destiné au génie civil, aux mines et carrières, aux aménagements agricoles, à l'exploitation industrielle, des véhicules et des engins pour location et vente de marques de renommée internationale ainsi que des pièces de rechange. Par cette signature de convention, les entreprises et hommes d'affaires n'ont plus de soucis à se faire en matière d'acquisition de matériel, les prêts étant soumis à des taux très compétitifs. L'actualité internationale à présent, mettre fin au mariage des enfants, c'est l'un des objectifs de développement durable fixés pour 2030 par les Nations Unies. Pourtant, le phénomène régresse trop lentement à l'échelle mondiale. En Afrique subsaharienne, on assiste plutôt à une augmentation de mariages précoces selon l'UNICEF. En 1997, 15% des femmes âgées de 20 à 24 ans avaient été mariées avant l'âge de 18 ans. Elles sont de 35% aujourd'hui et leur proportion pourrait passer à 41% en 2030.
Les enfants, c'est encore une préoccupation au Soudan. Ils ne sont pas épargnés par la guerre à laquelle se livrent l'armée et les paramilitaires. Les Nations Unies ont annoncé hier que 7 enfants étaient tués ou blessés toutes les heures, selon les estimations des services sanitaires de Khartoum et de Darfour. Après l'Éthiopie, le chancelier allemand Olaf Scholz poursuit sa tournée en Afrique de l'Est avec une visite au Kenya, accueillie hier par le président William Ruto. Il espère, lors de cette deuxième étape, établir des partenariats avec ce pays dans le domaine des énergies propres. Le gouvernement allemand ayant été contraint de se passer de ses importations d'énergie russe à la suite de la guerre en Ukraine. De son côté, le Kenya, qui couvre 90% de ses besoins en électricité par des énergies renouvelables, est le pionnier en la matière. Deuxième partie du journal magazine de ce samedi, nous recevons en ce moment le président de la Commission nationale du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, MAEP, Victor Ouamichou. Victor Ouamichou, bonjour. Bonjour Juliette. Bonjour chers auditeurs. Vous avez effectué une mission dans les communes du Togo. Un échantillon de 22 communes ont été visitées. Le bilan de cette tournée, on va en parler, c'est dans un instant. Mais avant cela, Monsieur le Président, qu'est-ce que le mécanisme africain d'évaluation par les pairs? Le mécanisme africain d'évaluation par les pairs est un instrument mis en place en 2003 auquel les États membres de l'Union africaine adhèrent volontairement. Son mandat principal est de veiller à ce que les politiques et les pratiques des États participants soient conformes aux valeurs des normes convenues en matière de politique, d'économie et de gouvernance d'entreprise, contenues, entre autres, dans la Charte africaine de la démocratie, des élections, de la gouvernance. À cette date, le MAEP compte 43 États membres sur les 4 pays de l'Union africaine. Comme vous le voyez, le MAEP est créé par les Africains, pour les Africains, dont l'objectif est de promouvoir la stabilité politique, une croissance économique élevée, le développement durable et une intégration économique sous-régionale et continentale accélérée. Le MAEP procède à l'auto-évaluation, à l'évaluation par les pairs et à des évaluations ciblées dans les domaines thématiques qui sont la démocratie et la gouvernance politique, la gouvernance économique et la gestion, la gouvernance d'entreprise, le développement socio-économique et la résilience des États face aux chocs et aux catastrophes. Le MAEP, c'est la promotion de la bonne gouvernance, c'est le partage d'expériences et des meilleures pratiques. Monsieur le Président, le MAEP, c'est un instrument créé par les Africains, pour les Africains, avec pour objectif de promouvoir la bonne gouvernance. Pourquoi il est important pour vous d'aller dans les mairies et qu'est-ce qui a été fait au cours de cette mission qui a démarré depuis le 17 avril dernier et qui a pris fin seulement jeudi passé? Pourquoi il est important pour le nouveau président de la Commission nationale du mécanisme africain d'évaluation par les pairs d'aller dans les mairies, de discuter avec les maires? Il était très important d'aller renouer les contacts avec les différentes parties prenantes et les partenaires stratégiques du MAEP. Les communes occupent une place importante comme maillon essentiel de la décentralisation. Donc nous avons voulu aller auprès des maires dans les communes pour apprécier leurs efforts dans la mise en œuvre de la décentralisation, leurs pratiques de la gouvernance au niveau local, recueillir les bonnes pratiques, les défis auxquels ils sont confrontés, car, vous le savez, et j'ai eu à l'affirmer au cours de ma tournée, que les maires ont un rôle important à jouer dans le processus d'auto-évaluation et d'évaluation du pays. Ensuite, comme deuxième objectif, c'est identifier les domaines de partenariat avec les communes pour un appui en renforcement des capacités des élus et des acteurs communaux en vue d'une bonne gouvernance locale. Vous nous parlez de l'évaluation, de l'auto-évaluation.
Pouvez-vous nous expliquer un peu comment cela se fait, quels sont les indicateurs et c'est quoi l'intérêt de se faire évaluer ou de s'auto-évaluer? L'auto-évaluation est un exercice extrêmement important parce que ça permet au pays de pouvoir faire le bilan, le diagnostic, de pouvoir identifier les faiblesses et les forces, et à la suite de cela, on prépare un programme d'action national et en rapport avec, bien entendu, les stratégies du pays, et on essaie de mobiliser les ressources, d'agir sur les projets, les programmes. Et comme nous parlons d'évaluation, on peut également parler d'évaluation ciblée. On peut prendre dans un pays un domaine important comme sécurité alimentaire, comme industrie manufacturière, on peut prendre la jeunesse, on peut prendre la sécurité. Voyez-vous, cela permet de faire cette évaluation sans aucune manipulation politique. C'est une évaluation neutre, crédible, indépendante. Donc ça permet au pays de pouvoir amorcer la bonne gouvernance et aux parties prenantes de pouvoir exercer vers ce but. Une évaluation, elle permet de savoir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les choses aillent mieux. Après un peu plus de 2 semaines de mission dans 22 communes échantillons sur 117 que compte le Togo, quel bilan pouvez-vous dresser aujourd'hui, Monsieur le Président? Le bilan est positif. De façon générale, j'ai pu noter que les maires et leurs collaborateurs s'attellent au mieux à l'application des textes sur la décentralisation. J'ai pu également apprécier les actions multiformes, participatives et inclusives qu'ils entreprennent dans leurs communes respectives au profit des populations. Les communes ont également partagé avec nous leurs bonnes pratiques, ce qui est un atout. Cependant, il ne faut pas perdre de vue que ce sont de jeunes communes qui sont en apprentissage et en expérimentation. À travers nos échanges, nous avons relevé qu'il y a un réel besoin de renforcement de capacités techniques, institutionnelles et financières. Victor Wamicho, un dernier point avant de vous laisser partir. Quelle va être la suite après ces visites dans les mairies? Nous continuerons à établir le dialogue continu avec les communes. Un programme de renforcement de capacités selon les besoins des acteurs sera élaboré et mis en œuvre avec nos partenaires. Le secrétariat continental du MAEP, basé en Afrique du Sud, sera mis à contribution pour nous aider à rechercher tout appui nécessaire auprès des partenaires techniques et financiers pour accompagner les communes et également les autres partenaires dans la mise en œuvre de la décentralisation et la promotion de la bonne gouvernance. Victor Wamicho, président de la Commission nationale du MAEP, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Merci d'être passé à Radio Lomé. Merci Juliette. Un deuxième invité dans cette édition, le ministre de l'Enseignement supérieur. Son intervention porte sur la réforme dans l'harmonisation des offres de formation au niveau des universités privées du Togo. C'est Charlotte Ahar qui le reçoit. Bonjour Monsieur le ministre, que peut-on retenir de la genèse des réformes? Bonjour, il y a un peu plus de 2 ans, le gouvernement de son Excellence Monsieur le Président de la République a inscrit 2 projets importants pour l'enseignement. Le premier portant sur la révision des curricula axés vers les métiers prioritaires et le second sur l'amélioration sensible de la qualité de l'enseignement. Dans le déroulement de ces projets, il était question de mettre en œuvre toutes les stratégies nécessaires qui permettent non seulement aux bénéficiaires, c'est-à-dire les étudiants, d'avoir des formations de qualité, mais en même temps d'avoir des formations qui répondent aux besoins des consommateurs que sont les entreprises. Ceci a amené donc à la définition des métiers dits prioritaires, et ces métiers prioritaires sont donc les métiers prioritaires du présent et les métiers prioritaires du futur. Métiers prioritaires sur lesquels nous avions travaillé, qui était donc dont la méthodologie très rigoureuse a été validée par le dernier séminaire gouvernemental qui a eu lieu à Palimé, et pour lequel nous aurons aussi à faire bientôt un lancement pour lancer les métiers qu'on qualifie de prioritaires. C'est quoi alors un métier prioritaire? Un métier prioritaire, c'est d'abord un métier qui s'inscrit dans un contexte, dans un cadre donné. Ça veut dire que le métier qui est prioritaire au Togo peut ne pas l'être au Bénin, peut ne pas l'être
en France. Donc c'est une question de cadre, une question de contexte arrimé sur nos besoins. Et dans ces métiers prioritaires, il y a ce qu'on appelle aussi les métiers en tension. Il y a des domaines aujourd'hui où il y a plus d'offres que de demandes. Par exemple, quand vous prenez les domaines de l'informatique, d'un certain niveau, les codeurs informatiques, vous allez voir qu'il y a plus d'offres que de demandes. Ça s'appelle les métiers en tension. Devons-nous continuer à former des gens dans les thématiques où il y a beaucoup de diplômés, mais on fait beaucoup de chômeurs? Je crois que cette vision-là est dépassée. Si nous voulons vraiment inverser la courbe du chômage, il faut maintenant enseigner les disciplines qui font vivre leurs hommes. Monsieur le ministre, qui dit métier prioritaire, dit qualité de l'enseignement. Que doit-on comprendre par qualité de l'enseignement? Entre-temps, le président de la République a estimé que pour la mise en œuvre et l'efficience de tout cela, il fallait mettre en place des organes internes d'assurance qualité dans les établissements. Ça a été fait en décret pris en Conseil des ministres et j'ai adressé un courrier à l'ensemble des promoteurs d'établissements, tant publics que privés, pour mettre en place dans leurs établissements ce cadre, qui est un cadre d'évaluation interne qui permet déjà à chaque école de faire l'assurance qualité, et ceci pour le bien des étudiants. Et deuxièmement, il y a eu donc la prise de nos décrets et qui met en place et institue l'Agence nationale d'assurance qualité dénommée ANAQUES. Cette Agence nationale d'assurance qualité est structurée, elle est mise en place. Les personnes qui devront l'animer sont déjà identifiées. Les dernières activités mouvementées de ces derniers jours ont fait que la signature formelle de la nomination de ces personnes n'est pas encore faite, mais l'agence est déjà mise en place. Quelle sera alors la mission de cette assurance qualité? Cette agence aura pour vocation de contrôler les agences, les comités d'assurance qualité interne, de contrôler leur fonctionnement et opérer carrément l'évaluation globale. Ce qu'aujourd'hui la direction de l'enseignement supérieur fait va être entièrement et totalement dévolu à cette agence nationale d'assurance qualité. Cette agence aura par exemple à étudier les questions d'accréditation, les questions de renouvellement d'agrément, les questions d'évaluation des étudiants, les questions de qualification des étudiants, les questions de qualification des enseignants, de qualification des examens, etc. Donc seulement un grand chantier par rapport aux attributions de cette agence nationale d'assurance qualité. Ce qui veut dire que dans un proche avenir, que ce soit tant dans le privé que dans le public, nous avons un cadre réglementaire qui nous amène désormais à fonctionner dans une certaine logique. L'ANAQUES a une mission, c'est d'organiser les examens tant dans le public que dans le futur. En tout cas, contrôler le déroulement des examens au moins. Ça veut dire que dès lors que nous lançons ces curricula harmonisés, nous passerons dans les années à venir aux examens d'État. Pourquoi une réforme dans le secteur, monsieur le ministre? Il y a 2 ans à peu près, nous avions, à l'entame de notre mission de gouvernance, réalisé un audit, ou du moins une évaluation de l'ensemble des établissements privés d'enseignement supérieur. Évaluation que nous avons étendue aussi après aux écoles publiques également. Et donc l'étude a révélé que beaucoup d'efforts sont faits, mais il y a nécessité à améliorer les choses. Nécessité à améliorer les choses parce que cela répond à un besoin existentiel. Aujourd'hui, on ne peut plus enseigner parce qu'on a les moyens de pouvoir enseigner, mais il faut enseigner selon certaines normes. C'est comme ça que le monde est fait. Au niveau sous-régional, nous avions le CAMES, nous avions d'autres organes, notamment l'AUF, l'UEMOA et l'UNESCO également, qui interviennent beaucoup sur les questions de qualification de l'enseignement. Il revient donc à chaque pays de mettre en place, en dehors des organes dont j'ai parlé, ANAQUES et tout ça, de mettre maintenant en place des cadres formels sur comment on fait pour que cela réussisse. Nous avions également, au cours de cette évaluation, dénoté qu'il y avait, comme je l'avais dit, des points à améliorer. Notamment, il y avait une incohérence et il y avait, je dirais, une absence d'harmonisation dans les pratiques. Quand vous prenez par exemple un étudiant sorti d'une école de gestion à Lomé, vous n'êtes pas sûr que la même école qui forme en licence de gestion à Cara, que l'étudiant ait eu le même enseignement. C'est ce que l'évaluation a révélé. Et autre élément également, nous vous piégeons suffisamment tous les jours. Nous avions 2 personnes que nous avons dans les écoles et nous avons beaucoup de retours. Je ne vais pas ici citer de noms. Par exemple, un cas dans un cours de comptabilité pour un diplôme de comptabilité, le même enseignant intervient dans 3 écoles différentes. Dans une école, sur les 20 heures qu'il doit faire, l'école lui a dit de faire que 10 heures de temps. Et il a signé pour 20 heures. Dans une autre école, c'est l'école qui lui dit ce qu'ils aimeraient qu'il enseigne. Et c'est ce qui a été fait. Et dans la 3e école, le programme a été à peu près déroulé.
Et c'est le cours de comptabilité. Donc là où on lui a dit, fais le minimum, c'est seulement le cours sur l'introduction à la comptabilité qui a été fait. Alors, ces personnes vont sortir avec des diplômes. Nous allons les employer. Et c'est sur le terrain qu'on réalisera qu'ils ont le diplôme, mais c'est des profils différents. Et nous avions aussi visité certains programmes d'enseignement. Nous nous sommes rendus compte que des gens ont un diplôme donné, mais en fait, en réalité, quand vous voyez, c'est un autre profil. Il a fait des études de gestion, mais quand vous regardez un peu les curricula, vous réalisez que c'est plutôt des curricula de secrétariat de direction. Et de la même façon, la définition, par exemple, des unités d'enseignement, chacun fait ce qu'il veut, mais nous devons être dans un cadre donné. Par exemple, tout le monde sait ce qu'on appelle UE transversal, UE de spécialité, UE d'approfondissement, etc. Mais quand vous donnez, par exemple, une formation, je donne toujours le cas de gestion, et que vous aviez une UE, par exemple, qui est comme anglais, et l'UE anglais a plus de crédit qu'une matière fondamentale, ça cause un problème. Et alors, aujourd'hui, le monde est tellement codifié que vous allez remarquer que beaucoup de diplômes sont rejetés, aussi bien au Togo déjà qu'à l'international. Pourquoi cela arrive? Quand vous dites aujourd'hui que vous faites une formation de licence en gestion, tout le monde au monde, en tout cas là où il y a eu les harmonisations, on sait ce qui doit rentrer dans la formation, dans l'enseignement de ce licencié en gestion. On sait. Donc, il y a au moins 80 à 85% qui sont des enseignements, je dirais, mondialement admis. Monsieur le ministre, qu'adviendra-t-il à ceux qui ne suivront pas cette réforme? Les curricula harmonisés, c'est d'abord un chapitre, c'est une leçon, et la leçon est structurée. L'introduction, comment elle doit être faite, quels sont les objectifs de l'enseignement et comment la leçon va être déroulée jusqu'à la fin, c'est ça que tout le monde a désormais. Autrement dit, vous serez, à partir d'aujourd'hui, autorisé à créer vos églises, mais vous ne pouvez pas inventer votre Nouveau Testament ou votre Bible. Le Coran, il est univoque. C'est ce que tout le monde va étudier. Et à partir de là, maintenant, nous savons que un élève dans une école donnée et son homologue dans une autre école ailleurs, les deux ont au moins une formation qui répond aux critères, qui répond aux normes internationales, qui lui permettront effectivement de sortir avec quelque chose de consistant. Chacun est tenu à enseigner au moins 80-85% de ce qui est retenu dans le curriculum. Donc l'école qui ne le fait pas verra à ses propres dépenses qu'il y aura des échecs à l'examen, puisque les examens ne se feront plus d'école dépendante, mais les examens se feront curricula dépendants. Ça veut dire qu'on sait que pour la licence en telle discipline, voilà les matières censées être enseignées comme au baccalauréat. Et l'examen se fera par rapport à ce qui est censé être enseigné. Donc si vous, au lieu de faire 20 heures, vous arrangez avec l'enseignant, il fait 10 heures et il signe, vous-même vous savez déjà que vous portez entorse à ces étudiants qui risquent, si jamais l'épreuve qui sort, c'est les 10 heures restantes là, et l'épreuve sort là-bas, l'échec va faire que ce n'est pas quelqu'un qui dira aux élèves de quitter votre école pour aller là où on travaille mieux. Voilà un peu la compétition en interne. Cette compétition est une obligation à laquelle nous serons tous tenus. Face à cette réforme, Monsieur le ministre, pour finir, quel impact sur les universités publiques? La même chose se fait aussi également au niveau des établissements publics où, je vais ça bientôt, il y a des ordres de formation qui vont être fermés parce que ne répondant pas aux normes. Et cela veut dire également que on ne peut plus un beau matin se lever parce qu'on a fait une mission dans un pays et on a appris qu'il y a une belle formation là-bas qui se tient et puis le lendemain on vient l'implanter au Togo. Non. Avant de l'implanter, vous faites l'intention de la formation et la caisse va se donner la peine maintenant de concocter les experts pour que les experts rédigent le contenu de cette formation qui devient un contenu pays. Et c'est ça qu'on met à votre disposition pour vraiment dérouler votre enseignement. Ça veut dire que les curriculums harmonisés vont être régulièrement revisités, vont être régulièrement amendés pour insérer les formations nouvelles qui n'existaient pas avant. Écho du palais, le nommé Nassandja, la cinquantaine, a eu le malheur de porter une bosse au dos depuis sa naissance. Il a été tué par des individus qui voulaient s'enrichir à travers des rituels. Retour sur les faits avec Hélène Assabi. L'affaire se déroule dans la préfecture de Kpenjal. Dans la journée du 15 septembre 2016, Nassandja se rend au marché de Ogaro comme à l'accoutumée pour aider les forgerons
afin de trouver de quoi vivre. Depuis ce jour, il ne laissa plus aucun signe de vie. Après de vaines recherches, ses parents déclarèrent son absence à la brigade territoriale de Borgou. Quelques jours plus tard, un sac dont le contenu dégageait une odeur nauséabonde a été découvert dans une rivière après avoir été traîné par les eaux diluviennes suite à une grande pluie. Avisée, la brigade territoriale de Corborgou s'est transportée sur les lieux. Les fouilles révèlent le corps d'un individu non identifié en putréfaction avancée, les entrailles ouvertes portant plusieurs mutilations et amputées de certains organes dont l'avant-bras droit, le foie et particulièrement la bosse. Les vérifications montrèrent que le corps découvert est bel et bien celui de Nassandja. 3 individus sont interpellés mais libérés faute de preuves. Alors que l'information judiciaire suivait son cours, la brigade des recherches reçoit une information selon laquelle l'un des assassins, rongé par le remords après le décès d'un membre de la bande, a été discrètement surpris en pleine lamentation au sujet de son implication dans l'assassinat de Nassandja. Interpellé, il dénonce la bande. Interrogés en enquête préliminaire, les mis en cause ont reconnu les faits. Selon leur version, c'est un individu de nationalité ghanéenne qui leur a proposé de les rendre riches s'ils trouvaient la bosse d'un être humain. Mais ce dernier a disparu après. Ayant déjà en leur possession la bosse, ils ont trouvé un charlatan au Bénin, mais celui-ci leur notifia que la bosse n'avait pas les qualités requises pour le rituel. Déçus, ils la jetèrent en brousse et rebroussèrent chemin vers le Togo. Inculpés pour assassinat, complicité d'assassinat et trafic d'organes humains, complicité de trafic d'organes humains et de groupement de malfaiteurs, les 5 individus sont condamnés à des peines allant de 20 à 45 ans de réclusion criminelle. Comme quoi il est bon de s'enrichir, mais l'on doit y parvenir par un travail décent et non à travers des rituels. À samedi prochain. Hélène Sabi à samedi prochain. Les sports du football. Démarré hier, la 25e journée du championnat national D1 Lonato se poursuit cet après-midi avec le face-à-face Kakadre de Dufelgou, Ange de Dontier. Demain dimanche, le leader ASCO accueillera Akara, Sarah FC de Bafilo. À Sokodé, Semassi se mesure à l'AS Auterre de Lomé. À Takpami, Tambo affronte Bolesou. Voici les autres affiches toujours pour ce dimanche. Espoir Unisport d'une part, Gomido AS Togoport d'autre part et enfin Dito ASCK. Hier déjà, l'AS Bina et Entente 2 ont fait jeu égal, 0 but partout. Avant de finir, revue de presse, le recensement électoral, la journée des travailleurs et travailleuses et celle de la liberté de la presse ont fait la une des journaux. La revue de presse, c'est avec Léontine Atogima. C'est Gazelle Info qui annonce la célébration de la journée de la liberté de la presse à l'Observatoire togolais des médias OTM. Du constat du journal, l'Observatoire a présenté un document qui peint le nouveau contexte de la presse togolaise marqué par des mutations et les nouvelles orientations intervenues dans le monde médiatique du pays ces 12 derniers mois. Selon les écrits de Gazelle Info, le rapport de l'OTM ressort aussi bien des avancées qu'un recul de la presse togolaise à travers un passage en revue des dérapages dans les publications et diffusions, les atteintes à la liberté de la presse et les rapports entretenus entre professionnels des médias et les autres acteurs de la vie nationale. Ce paysage médiatique n'a pas empêché la presse togolaise de grimper dans le classement de l'ONG Reporters sans frontières, notera l'Union pour la patrie qui dévoile la place occupée. De la 100e place en 2022 à la 70e en 2023, le Togo a gagné 30 places. Performance notable pour le Togo, renchérit Flambeau des démocrates qui relève cependant que sur le terrain, les réalités sont loin d'être honorables. Des défis et non des moindres restent à relever, rajoute le bi-hebdomadaire qui invite les pouvoirs publics togolais à faire violence pour se débarrasser le plus tôt possible du manteau de prédateurs avérés de la presse. Si les hommes de médias plaident pour une relecture du code de la presse, ils devront
attendent encore 2 ans, signale Canal D. Car dans les colonnes de l'hebdomadaire, le ministre en charge des droits de l'homme a martelé qu'une relecture n'est pas possible avant 2 ans. À son collègue de la communication et des médias de demander aux professionnels des médias de laisser le temps au code de vivre et de faire ses preuves. 2 jours avant la célébration de la journée de la liberté de la presse, c'étaient les syndicats qui exprimaient leurs problèmes aux employeurs. Le 1er mai, la coordination des centrales syndicales du Togo a présenté au gouvernement des doléances qui permettront d'améliorer leurs conditions de travail et de vie, rapporte le Messager. Le gouvernement invite les acteurs à maintenir le cap du dialogue et de la concertation, poursuit Nouvelle Opinion. La Nouvelle Tribune abonde dans le même sens en citant le ministre en charge du travail et du dialogue social, Gilbert Bawara, qui a rassuré les employés en annonçant la nouvelle selon laquelle le gouvernement prendra l'initiative de parcourir de manière beaucoup plus approfondie les préoccupations diverses avant la fin de ce mois en vue de rechercher des solutions. Pour finir, opération de recensement électoral, Liberté relève des retards, la lenteur dans l'enrôlement et un timing qui compromet l'avenir des élèves. À qui profitent les dysfonctionnements qui paralysent l'opération? C'est la question que se pose le Canard indépendant. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Le journal, le magazine Pluriel de ce samedi s'achève. Le rappel des titres, sachez que le recensement électoral au Togo, la zone 1 connaît une prorogation de 2 jours. L'opération se poursuit jusqu'à lundi. Et alors que l'enrôlement continue, il y a une affluence des femmes. Vous avez suivi dans cette édition les raisons qui poussent les femmes à se faire enrôler pour cette opération de recensement. Merci à tous de nous avoir suivis. Bon après-midi chez vous. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg